Avec un ouvrage de référence aux éditions Taschen, la réédition de ses longs métrages en coffret et le spectacle Un certain Charles Spencer Chaplin au théâtre du Montparnasse, c'est 3 fois plus de Charlot. Charlie Chaplin, première vedette du cinéma muet, était le cinéaste le plus créatif de son temps, mais aussi le plus engagé. En tout, 11 films, 70 courts-métrages, tous très marqués socialement. Alors entre 2 répétitions, nous avons rencontré le metteur en scène Daniel Collas, son interprète Maxime Daboville. Tu vois, c'est le bagne. Tu gagnes plein d'argent, tu passes ta journée à tenir des jolies filles dans tes bras et puis bien célèbre. Le bagne, je te dis. Bon, allez. Ainsi que le restaurateur et spécialiste du cinéma muet Serge Bromberg, pour comprendre toute la portée politique des œuvres de celui qui, dans les années 30, se déclarait citoyen du monde. Charlie Chaplin est né vagabond. Il vivait dans les faubourgs de Londres et il n'est parti aux États-Unis qu'à l'âge de 20 ans. Il a donc connu la pauvreté et c'est resté au cœur de sa carrière. Et son message a toujours été le même, il faut que chacun ait sa part dans le monde. Il y a ce personnage de Charlot, qui lui est un vagabond, c'est-à-dire le rebut de l'humanité, et qui va se sortir de toutes les situations, et qui va ridiculiser les autorités en permanence. Donc ça, c'est une prise de parti. Le vagabond, Charlot, est un personnage digne, et ça, ce n'est pas le moindre des messages politiques. D'abord burlesque, Charlot va devenir de plus en plus engagé, avec des films toujours comiques, mais écrits comme des pamphlets. Les temps modernes, il prend délibérément comme cible le fordisme, la mécanisation à outrance et les méfaits du chômage qui en résultent. C'est peut-être un pamphlet autour du capitalisme, c'est d'abord et surtout un pamphlet autour de la mécanisation et de la déshumanisation. Chaplin a vu dès 1932-1933 les dangers et la folie du personnage d'Hitler et il tourne le dictateur en 1939 alors que la Seconde Guerre mondiale n'a pas encore éclaté. C'est dire à quel point Chaplin est quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui s'inscrit au cœur de ce qu'est le monde, de ce qu'est l'actualité du monde. Il est le seul à l'époque avec son cinéma à dénoncer ce qui est en train de se passer en Europe. Et s'attaquer à Hitler, surtout aux États-Unis à cette époque, alors que les États-Unis prônent un isolationnisme, il ne faut surtout pas, justement, prendre position. Et lui, non seulement s'attaque à Hitler, mais il arrive à lui faire dire des choses. Et là, on se dit, mais alors, c'est un devin, c'est pas possible, quoi. Nous venons de découvrir au labo le plus merveilleux, le plus formidable de gaz asphyxiants. Nous allons pouvoir enfin tuer tout le monde. Oui, bah, tout à l'heure. Quelque part, il parle, avant l'heure, des camps de concentration, de l'extermination, des camps d'extermination. On sent que c'est quelqu'un qui a senti, avant les autres, le sens de l'histoire. L'objectif de Chaplin depuis le début, c'est d'être indépendant. Pour dire ce qu'il veut, pour faire les films qu'il veut, il faut qu'il ait toutes les cartes entre les mains. Il va devenir son propre producteur, évidemment acteur. Il va acheter ses propres studios en 1918 qu'il va installer. Il va monter une association de distributeurs, les artistes associés. Quelque part, il a toutes les cartes en main. Cette liberté est le secret qui fait que tous les studios avaient peur de ce qui se passait en Europe et peur de dire des choses, sérieuses, alors que Chaplin, lui, pouvait le faire, il avait l'argent, il avait la possibilité d'attendre et de peaufiner, et c'est ce qu'il a fait. Inévitablement, on a demandé à Chaplin pourquoi il avait cette implication auprès des ouvriers, auprès de la classe la plus défavorisée, et rapidement, on a considéré que Charlie Chaplin était donc un communiste. Et aux États-Unis, les communistes, on n'aime pas ça. C'est ce qu'on appelle la liste noire. On va chasser les communistes et les bouter hors des États-Unis. Chaplin, en 1952, fait la promotion de son film Les Feux de la Rampe. Il prend le bateau pour aller en Angleterre faire la promotion de son film. Et sur le bateau, on lui annonce que son visa de retour est annulé, alors qu'il a fait toute sa vie aux États-Unis, il a fondé un empire du cinéma. Et le jour lui-même, il dit mais vous ne pouvez pas revenir de toute façon, c'est fini, terminé. Exilé en Suisse jusqu'à la fin de ses jours, ce n'est qu'en 1972, 5 ans avant sa mort, qu'il retourne aux États-Unis pour recevoir un Oscar d'honneur, la consécration d'un héros du siècle.